Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Petit Quart, l'émission qui décortique les processus créatifs. Aujourd'hui, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on va parler d'un sujet qui fait trembler. Alors non, c'est pas Halloween, même si Dolorama a déjà sorti toutes les décos. Je parle bien de bass music. Le 10 octobre prochain, à Montréal, il va y avoir l'organisation d'un nouvel événement qui s'appelle Substructure, qui est un événement effectivement où on va entendre de la bass music. Donc on s'est dit que c'était le moment parfait pour plonger dans cet univers. Je sais pas si vous savez qu'il existe un lien entre les sound systems jamaïcains, entre les immeubles désaffectés de Londres et Bristol et entre la vie nocturne de Montréal. En tout cas, si tu as envie d'expliquer, toi qui nous écoutes demain à la machine à café, à tes collègues de travail, la grande différence ou les différences subtiles qu'il y a entre la drum and bass, la jungle et le breakbeat, si tu veux connaître des anecdotes improbables sur la bass music ou si tu es simplement tombé sur nous par hasard, je te conseille de rester avec nous jusqu'à la fin. Pour en parler aujourd'hui, j'ai deux invités de marque, en tout cas des grands connaisseurs des grands connaisseurs de bass music et de drum and bass. Donc j'ai nommé Tigrou qui était déjà venu dans notre émission, enfin dans l'émission Lumière Noire. Voilà. Ça, ouais. Donc vous le reconnaîtrez sûrement par ses oreilles et son habit de lumière orange. Et puis à ma droite, oh non mon Dieu, j'ai ton prénom dans la tête, j'ai Guapo, je suis désolée. J'allais balancer le prénom dès le début de cette émission, je suis désolée. Donc j'ai Guapo à ma droite. Allô. Musicien, DJ montréalais. Ouais. Producteur aussi, ouais. Voilà. Qui a collaboré avec des pionniers de la scène britannique, mais ça tu nous en parleras un peu plus longuement en temps voulu. Maintenant que j'ai fait une petite longue introduction, est-ce que vous voulez vous présenter peut-être un peu plus longuement, savoir parce que Tigrou, j'ai juste dit ton prénom, je te laisse peut-être un peu te présenter de la manière dont tu le souhaites. Yes, alors déjà c'est pas mon prénom. Oui. Sa mère ne l'a pas appelé comme ça. Je suis content que ma maman n'ait pas fait ça. Mais à côté de ça, oui, effectivement, moi je suis un DJ drum and bass. J'ai commencé récemment finalement. Moi, ça fait que 3 ans. Je suis avant tout un grand festivalier, un beau public. J'aime beaucoup danser sur les scènes de la basse musique en priorité, puisque c'est là quand même que j'ai découvert et créé ce personnage, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie avant tout comme public, puis aujourd'hui je me sens un peu l'âme de redonner à la communauté, puis d'essayer de faire en sorte que tout ça puisse continuer d'exister, parce que je me suis bien rendu compte que c'était pas inné, ça sortait pas de nulle part, et il fallait qu'il y ait des énergies qui se bougent pour que les choses se passent et que les events se créent et que cette culture underground elle puisse réellement exister, tu vois. Ouais. Toi, il me semble que tu es là depuis un bout de temps quand même. Ouais, ça fait 8 ans, je pense, bientôt, 2018. Que tu es là à Montréal. Et toi, Guapo, ça fait un peu plus longtemps, me semble-t-il. Que tu es sur la scène, ça fait peut-être un peu plus de 3 ans. Ça fait une trentaine d'années, là, ouais. Alors, il y a un 3, effectivement. J'ai produit ma première chanson électronique en 1994. OK. Puis j'ai commencé à DJ en 97. Fait que ça fait quand même un bout, là, ouais. OK. Et tu tournes encore? Parce qu'en ce moment, je crois que tu es bien booké. Oui. En tout cas, on a la chance de t'avoir récupéré dans cette émission à ce moment-là. Enfin, un peu entre plusieurs gigs, entre plusieurs préparations de sets. Ouais, je pars demain pour Toronto. Ouais, c'est ça. Puis en fait, j'étais supposé jouer à Val-David hier, mais ça a été remporté en novembre. Puis j'ai eu aujourd'hui mon émission de radio sur CKUT. OK. J'ai mixé pendant 2 heures. Donc, ça roule pas mal. Dans les prochaines semaines et demie, j'ai 6 ou 7 gigs un peu partout. Fait que ça roule. C'est le fun. Je suis très, très content que ça roule. Okay. C'est jamais facile pour les non, DJ c'est sûr, de manière générale. Surtout dans la musique underground, t'es un peu obligé de te démener pour essayer de trouver des opportunités de passer, de montrer ce que tu sais faire. Ouais, surtout maintenant, je me dis, ouais, c'est sûr que la culture va de moins en moins bien. Mais c'est bon, c'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais effectivement, je vais commencer par une question horrible à poser parce que je saurais pas y répondre. Pour vous, ce serait quoi la bass music en quelques mots? Imaginez que vous deviez expliquer ça à votre mère ou à votre grand-mère. Ce serait quoi l'explication Ce serait quoi votre explication? Est-ce que tu veux ouais, mais moi je dirais versatilité. Ouais. Parce que
Toutes les micros jaunes qu'ils ont dans la bass music, c'est très facile dans la bass music. C'est basé à la base sur l'échantillonnage, le sampling. Donc, à l'intérieur du bass music, tu peux avoir une tune country, reggae, latine, brésilien, punk, metal, polka, bangra, peu importe le style musical, tu peux... Alors, ça se donne très facilement à créer des univers. Donc, et je trouve que le côté expérimental de l'électronique qui définit à la base la bass music, c'est plus facile à digérer, justement à cause qu'il y a du échantillonnage de chansons connues, de refrains connus, d'autres styles musicaux. Donc, ça rend plus facile à digérer. Quand c'est uniquement le côté électronique, ça peut être un peu intense pour ceux qui ne sont pas des méga fans. Mhm. Bon, c'est comme ça avec n'importe quel style de musique, en fait. Oui, Mais je pense, parce que tu as des styles... c'est plus accessible, le fait que... Puis la créativité, le sampling, c'est ça qui m'attire énormément dans la bass music. Ça venait de The breaks music à la base, le breakbeat et le hip-hop avant ça. Donc, moi, c'est la chose que j'adore le plus là-dedans. C'est la versatilité que dans mes sets, je me promène dans 1000 genres différents de styles musicaux. Puis ça fait amuser le monde. Oui, versatilité, en plus, c'est un beau mot. C'est un mot assez savant. J'aime beaucoup ce mot. Il est très poétique. Et pour reparler de ton... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas commencé... J'ai commencé par parler de l'événement Substructure, mais j'ai absolument pas dit que nous avons le principal organisateur et protagoniste à notre gauche. J'aurais peut-être dû le préciser, mais effectivement, la prochaine question, elle est pour toi, Tigrou. Pourquoi tu as lancé... Déjà, si tu veux juste nous poser un peu le cadre de cet event, et puis pourquoi tu as lancé un tel événement à Montréal. Ok, alors... Quelle vibe tu veux créer un peu Ouais, quelle vibe. Bah, je te dirais déjà, c'est la vibe de la free party un petit peu qui quelque part est pas évidente à faire vivre en centre-ville. Je te dirais qu'aujourd'hui, toute la bass culture, la bass music, elle est un peu enfermée dans les clubs. Et il se trouve que elle a quand même pris toutes ses racines un peu plus dans des caves, dans des hangars, dans des choses un peu plus cachées, un peu moins autorisées, un peu moins légales. Et c'est vrai que aujourd'hui, même quand on veut juste mettre de la musique sans cadre, sans chercher à louer une salle pour le faire, c'est pas évident de trouver le bon endroit pour qu'on nous laisse le faire aussi. Donc d'une façon ou d'une autre, on se fait repousser de plus en plus vers les tréfonds de la ville pour pouvoir exister. Et je te dirais que c'est nous aussi, cette recherche de trouver c'est quoi le bon endroit pour faire exploser un peu la basse et s'assurer que non seulement nous, puisse bien la sentir et pouvoir connecter avec le monde autour de cette passion de la musique, mais aussi derrière ne pas faire chier le monde et puis ne pas se faire dégager trop tôt pour qu'on puisse en profiter tous ensemble au maximum, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, donc vous allez faire ça le 10 octobre de 17h à 30 minuit. 23h30 minuit. Puis voilà, on va voir jusqu'où on peut pousser, mais c'est toujours un peu la game de savoir est-ce qu'on va pouvoir durer aussi longtemps qu'on aimerait. Mais à côté de ça, nous, on sait que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir tester si ce lieu-là, il a un potentiel de venir accueillir un peu plus de nos événements dans le futur. L'idée, c'est que de toute façon, il y a beaucoup de ponts à Montréal. Donc, si on part dans l'idée d'aller faire ça sous un pont, on devrait être assez gâté de pouvoir se balader sous plusieurs ponts différents et tester celui qui nous accueillerait soit le mieux, soit simplement qui aura la meilleure acoustique. Ok, et du coup, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, on a quand même l'habitude, après moi je suis européenne, donc on a quand même plus l'habitude des free parties quand même à versant un peu plus techno. Moi étant pas anglaise, j'avoue que j'ai jamais trop connu des free parties bass music ou même drum and bass, etc. Bien que en fait, il y a une grosse culture free, en fait. Ouais, et puis une grosse connexion avec la France aussi, parce que la proximité physique entre Londres et Paris, par exemple, ça a clairement dynamisé la scène bass culture en France. Et c'est aussi des choses qui sont arrivées par ici, avec des vagues d'immigrants européens qui ont permis de, justement, relancer ces vagues de bass music, puisque on est quand même dans un territoire très éclectique en termes de diversité musicale. Et je te dirais, c'est un beau laboratoire, Montréal. Donc, c'est aussi ça que j'aime retrouver dans ce qu'est la bass music à la base. C'est beaucoup de laboratoire, c'est
essayer de sampler, de faire des mélanges avec la musique pop, culturellement écoutée de tous, et en même temps travailler là-dessus pour aller chercher ce côté ressenti de la musique. Et je trouve que la bass music, elle est toujours capable de ramener cette vibration dans le corps des gens, et ça crée du lien. Donc moi Et en plus peut-être que genre je sais pas, ça se trouve je me trompe, mais est-ce que la bass music a vraiment la place qu'elle mérite à Montréal? Moi qui suis pas qui suis un peu profane là-dedans, est-ce que oui, Absolument. oui absolument, ok. Absolument. Ben, c'est assez vaste aussi à l'intérieur du bass music. T'as le breakbeat, t'as le dubstep, t'as le Oui, drum and effectivement. bass, t'as bass house, t'as UK garage. T'as plein de styles musicaux à l'intérieur, de chill step, t'as plein de styles musicaux. Donc, à la base, Montréal, c'était une très grande ville drum and bass dans les années 90. Mais rendu en peut-être 2005 environ, ça a beaucoup diminué. Donc, ça fait depuis un bon 5 ans environ, je dirais que c'est comme revenu vraiment dans une... Ok. dans Oui, une vous façon arrivez à majeure. être alimenté quand même. Oui. Ok. Et maintenant, il y a, il y a tellement plus des événements de musique bass, disons. Donc, par exemple, le style que je joue présentement, en général, c'est de glitch hop, ghetto funk, bass house, UK garage. Il n'y avait pas vraiment de scène pour jouer ça avant. Mais avec les gros festivals comme Timeless, puis tout ça, c'est là que j'ai trouvé des opportunités de jouer parce que je faisais des mix de ce style-là, mais je ne jouais pas dans des clubs parce qu'il n'y avait pas de place pour le faire. Ah oui, donc quand même, c'est Timeless ouais. vraiment qui m'a fait découvrir qu'il y avait un grand public pour ça. Ils s'attendent à pouvoir en écouter quand ils arrivent au Canada, parce que c'est ce qu'ils écoutaient aussi en France ou en Europe de manière générale, que ce soit les Belges, que ce soit les Allemands, que ce soit, tu vois, il y a vraiment Ouais. pas mal de gens qui peuvent être amenés à en trouver plus, et puis finalement vont trouver que c'est limité. Je te dirais, beaucoup de la basse musique aujourd'hui, elle est portée par le côté Ouest Toronto, tu vois, potentiellement eux ils ont encore toute la partie anglophone du Canada qui a peut-être un peu plus de facilité de lien avec les US. Colombie-Britannique, c'est absolument énorme. Ah ouais, ok. C'est la plus grande. À part Angleterre, c'est probablement la scène la plus grande. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, c'est vraiment énorme là-bas. Parce que les autres, quand la scène rave est arrivée dans les années 90, c'était vraiment les breaks qui étaient ce qui était le plus populaire là-bas. Donc, ça a évolué de breakbeat, de la scène breakbeat là-bas. Fait que les gros festivals comme Shambhala, Bass Coast. Justement, en fait, je finis mon application ce soir. C'est demain la date limite pour Bass Coast. Pour faire mon application. Ok, qui est un gros festival. À Colombie-Britannique, ouais. Ok. De bass music, ouais. Oui, donc quand même, il y a quand même. C'est peut-être plus comment dire, peut-être les régions un peu plus anglophones, non? Ou même pas. Bah, c'est Peut-être vraiment qu'ils un sont bridge plus, entre Europe, Angleterre et US. Et je te dirais que Montréal fait partie un peu de ce carrefour où toutes ces cultures se croisent. Et donc tu vas retrouver beaucoup de ces influences-là, mais aussi avec des vagues d'immigrants qui vont déterminer à quel point des événements s'y organisent, parce que potentiellement ils vont trouver que ça peut leur manquer ou qu'ils ne retrouvent pas forcément ce qu'ils avaient écouté récemment, et donc vont être initiateurs d'eux-mêmes de nouvelles scènes, de créer un peu ce que moi je suis en train de faire là, tu vois, c'est de se dire ok, il y a des trucs cool, il y a des trucs que je retrouve un peu moins, ça donnerait quoi si moi j'essayais de ramener ça, et puis est-ce qu'il y aurait du public pour ça, on va voir. Et, puis, et du coup, comment tu avais construit un peu ta line-up? Ça, je suis assez... après, toi, tu connaissais, je pense, beaucoup de DJ là, dans ce milieu-là. Ouais. Tu as dû bien faire des connexions depuis que tu es là. Yes, c'est aussi essayer de faire un line-up avec des gens dont je vois l'énergie à essayer d'y arriver. Tu vois, et qu'ils le font à chaque fois de façon sérieuse, qui arrivent à rassembler autour d'eux pour qu'on arrive à peut-être sortir du parc où on était jusqu'à présent pour beaucoup, à essayer de mixer et de ramener nos copains, pour essayer d'en faire peut-être un truc un peu plus avec une patte graphique, artistique aussi. Moi je suis technical artiste, donc j'ai quand même cette vision un peu toujours artistique, et même si c'est pas facile à faire dans un truc brut, justement c'est un peu l'idée, avec peu de moyens, comment on fait pour aller chercher une identité visuelle. Et puis en fait on peut prendre ce qui existe déjà, donc le décor naturel sous un pont avec les tags et les graffitis qui vont bien, du son et de la crowd, et je pense que déjà là, à la tombée de la nuit, on commence à avoir quelque chose, tu vois. Ok. Donc c'est ça. Est-ce que la line-up, elle est déjà sortie là, ou t'as un j'ai peu... pas tout annoncé, j'ai annoncé que Guapo pour le moment. Que nous deux. C'est ça, pour le moment on est que deux. Donc, pour Non. Mais on peut profiter de cette émission pour en annoncer quelques-uns de plus. J'aimerais présenter Guo, qui va être un artiste qui nous fait de la belle bass music aussi, et que je suis impatient que certains découvrent s'ils le connaissent pas encore.
Donc c'est un Européen, lui, pour le coup, français, si je ne dis pas de bêtises, qui est là depuis un petit moment aussi, et qui travaille fort. Je le vois dans tous les sens pour essayer de faire découvrir sa musique, il compose. Il fait des trucs que j'aime beaucoup, donc pareil, j'ai envie de propulser tous ceux qui se donnent cette énergie. Puis Kaderito, que beaucoup de gens connaissent aussi, qui a une super vibe, qui arrive à faire rebondir beaucoup de gens. Et puis c'est des amis de mix, de connexion, qu'on sent qu'on partage cette vibe. Et c'est ces gens-là que j'ai envie avant tout de mettre en avant, parce que ces efforts-là, il faut qu'ils payent à un moment. Tu vois. Mm. Oui, du coup, j'aime bien ton discours de. Mais ça, il y a beaucoup de soirées montréalaises qui sont comme ça. Hein. Je l'ai toujours un peu soulevé et souligné dans pas mal de nos émissions. Je trouve que les gens qui organisent des trucs à Montréal sont quand même hyper altruistes. Le fait de toujours vouloir donner sa chance à des gens, etc., de vouloir mettre en lumière des gens, j'aime bien le mindset des gens qui organisent des soirées ici. Il y a tellement de talent autour de nous, des fois c'est presque frustrant. Tu vas à n'importe quel apéro, tu te retrouves avec des gens qui sont incroyables, avec des talents fous, et tu te dis mais comment on fait pour que ces gens-là, ils arrivent à trouver leur place aux yeux du plus grand nombre, parce que potentiellement c'est leurs ambitions, mais à côté de ça, tu te retrouves bouché dans tous les coins, parce que tu es noyé dans les réseaux sociaux avec beaucoup de gens random, ou parce que dans les grands clubs, c'est beaucoup de choses qui sont les mêmes qui repassent encore et encore, et donc les émergents ont du mal à émerger. Tu vois. Donc il faut ouvrir des scènes un peu alternatives, un peu moins chères aussi, parce que c'est difficile de louer une salle, d'investir de l'argent pour des gens qui potentiellement n'ont pas encore prouvé qu'ils pouvaient attirer un public. Donc d'une certaine façon, tu prends beaucoup de risques toi en tant qu'organisateur, et puis tu te retrouves avec une salle vide. C'est pas bon pour l'artiste. Lui, il presse pas forcément un super moment, toi non plus. Et puis globalement, donc c'est comment on fait pour qu'on arrive quand même à remplir des petites salles ou des petits espaces, et que le côté partager la musique dépend pas tant de l'argent en fait. Donc d'où l'idée de la free party, et de continuer à faire vivre ce truc-là, même si on rencontre toutes les difficultés qu'on sait avec le bruit, avec la police qui est pas toujours d'accord pour qu'on le fasse ici ou là. Mais c'est des risques à prendre si on veut que ça existe, quoi, tu vois. Et finalement, je rebondis un peu sur ce que tu disais, sur justement revenir un peu à cette époque des free parties qui se passaient, revenir un peu à l'époque les débuts des années 90, les free parties en Angleterre, etc. Si on peut reparler un peu des racines et un peu de l'évolution de ce style, parce que effectivement, il y a peut-être un essor de la bass music et de la drum and bass depuis quelques années, mais c'est un style, alors moi que j'écoute pas forcément, mais que je trouve hyper intéressant d'un point de vue, encore une fois, sociologique, et d'un point de vue mouvement des foules, etc. Et je sais pas si vous vouliez un peu revenir au fondement de ce style qui était, à la base des bases, c'était les sound-systems jamaïcains qui sont arrivés. Moi, je le savais pas du tout. Parce qu'on avait parlé de dub la dernière fois dans une autre émission encore, et effectivement encore une fois c'est les sound systems jamaïcains qui sont arrivés en Angleterre et qui ont commencé à la culture de la basse, c'est ça, c'est le dubplate, puis la culture de remixer des petits des morceaux de chansons, les sortir de façon peut-être unique parfois, et puis la culture de la grosse enceinte qui fait du boom boom très fort, quoi. Donc sortir dans la rue, partager ça à plusieurs. Et je sais pas ce que toi t'as envie de dire. Parce que c'est toi qui avais travaillé avec Adrian Sherwood, c'est bien ça, un musicien qui a si j'ai bien révisé tout ce que tu m'avais envoyé depuis le début, c'est un des pionniers qui a commencé à remixer des musiques de dub, c'est ça, des morceaux de dub. Lui a commencé les années 70 en Angleterre, et c'était pas un des premiers remixeurs de dub, parce que ça, c'est plus vieux que ça, disons. Mais c'est un des forces primaires. Puis il a fondé un label qui s'appelle On You Sound en Angleterre. Et il a aussi été pionnier de la musique industrielle. Il y avait un groupe qui s'appelait Tackhead qui avait fondé. C'est lui qui avait produit la première single de Nine Inch Nails. Et il est aussi un des pionniers du dub techno et du dubstep. Donc, comment que moi j'ai travaillé avec lui, collaboré avec lui, c'est que j'avais fait un remix d'un groupe d'Angleterre qui s'appelle Sons of Arca, qui en 1979 ont créé le premier album Sons of Arca avec Adrian Sherwood, justement. Okay. Et c'était tu vivais en Angleterre à l'époque, hein? Hein? Tu vivais en Angleterre à l'époque? Non, je vivais ici, à Montréal. Ah, ok, tu vivais ici, ok. Et Sons of Arca, c'était le premier groupe qui ont combiné la musique classique de l'Inde avec le dub. Ok.
Donc, un jour, il a réalisé, hey, au niveau rythmique, au niveau mélodique, c'est juste un match parfait, ces deux styles de musique-là. Alors, la musique de l'Inde qui est très complexe au niveau de rythme, mais ça reste dans les mêmes notes. Ça ne change pas de clé musicale. C'est ça va toujours être une note et un 5 sémitone plus haut. Donc, un rhythm section dub, genre un batteur, un drummer puis un bassiste, ils peuvent juste être dans le groove, dans le pocket, puis juste rester là, pendant que les soloistes indiens font leur truc. Donc, il a sorti cet album-là en 79, puis personne n'avait vu ça encore avant. Puis Peter Gabriel voulait les signer avec son label Real World, puis il les a emmenés pour comme faire en tournée pour le circuit de WOMAD, c'est son festival. Ouais. Donc, il était obligé de créer un band pour jouer live. Puis, tous les membres de ce groupe-là, il y avait plein de collaborateurs, comme par exemple, il y avait aussi Youth, qui était le bassiste dans Killing Joke, puis le troisième membre de The Orb, collabore avec eux. Puis lui, c'est le fondateur du premier label trance qui s'appelait Butterfly Records. Puis le premier label, Dragonfly Records, pardon. Son label Ambient, c'était Butterfly Records. Puis, en tout cas, j'ai fait un remix de ce groupe-là en 2005 pour un long métrage que je composais la musique pour. Et ils m'ont demandé, on a commencé à collaborer, puis j'ai fait une couple d'autres chansons avec eux. On a fait un vidéoclip, justement à la SAT, à Nuit Blanche, parce qu'ils faisaient un DVD du rétrospectif du 25 ans du groupe. Fait qu'ils m'ont demandé, je joue un show live, puis je joue la remix avec la chanteuse, puis... Donc, j'ai joué à la Nuit Blanche, puis justement, un de mes amis, un des fondateurs de Moment Factory, il revenait de 6 mois en Inde. Fait qu'il y avait comme plein d'images en Inde, puis Bali. Fait qu'il a performé avec moi à la Nuit Blanche, puis il a fait la vidéo à partir un peu de ce projet-là. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait plusieurs collaborations avec eux. Puis là, un jour, c'était comme en avril, je m'en allais jouer au hockey, c'était comme 10 heures le soir. Puis là, je reçois un courriel, disant, hey, on performe à Glastonbury cet été, ça te tente de venir avec nous? T'es malade, t'es sérieux? Glastonbury, si vous ne connaissez pas, les auditeurs, c'est un des plus grands festivals de musique au monde. Imagine si Woodstock, le premier Woodstock, c'était dans les années 60. Imagine que si ça a continué chaque année. Combien ce serait quoi? Ben ça, c'est Glastonbury. Oh, wow. Fait que c'est rendu que c'est sur un terrain de 1000 acres, que c'est le propriétaire, le fermier, c'est son terrain à lui. Et c'est rendu qu'il y a plus de 100 scènes, là, 100 stages. Oh my God, OK. Fait que c'est absolument énorme. Fait que j'ai joué 2 fois avec Sons of Anarchy à Glastonbury. Puis, tu sais, t'as comme Jay-Z, Sinead O'Connor, Leonard Cohen, The Verve, Metallica, Carl Cox, Square Pusher, tous les meilleurs artistes au monde de tous les styles musicaux. Femi Kuti, genre, t'as un stage, jazz, t'as une centaine de stages. Donc, c'est absolument énorme. T'as 200 000 personnes. C'est sur 1000 acres. Et c'est dans c'est sur son terrain, lui, il y a le Glastonbury Tour, qui est une petite, pas de montagne, mais une colline. Puis ça vient de... C'est là que les légendes du roi Arthur, ça se passait tout là. OK. C'est Avalon. OK. Ouais, le sang Graal, tout ça, c'est toutes les légendes. Fait que c'est sur son terrain à lui, genre tout ça. Donc c'est là que la festival est. C'est une place quand même un peu sacrée, disons. Donc je sais pas si j'ai répondu à cette question, mais tout ça pour dire que avec Adrian Sherwood, à un moment donné, on a joué à Paris, au Télérama Dub Festival. Et il avait booké Adrian Sherwood pour performer, puis Sons of Anarchy pour performer la même soirée. Alors, c'était un peu un retrouvaille pour eux. Est-ce que c'est un rapport avec le magazine, j'imagine? Oui? Ouais. OK. La poste de télé, genre, je crois. Ouais, c'est Télérama, le magazine qui organise. Je ne savais pas ça. Du tout qu'ils organisaient des festivals dub, d'accord? Donc, durant notre set, puis Adrian Sherwood, ce qu'il fait quand il performe live, c'est différent qu'un DJ, OK? Ce qu'il va faire, c'est que lui amène toutes ses pistes de son studio On New Sound, que ça fait depuis les années 70, il enregistre tous les gros artistes reggae au monde. Là, puis, alors, il y a des sessions et des sessions d'enregistrement. Alors, normalement, un DJ, OK, il a son DJ mixer, puis il y a des chansons complètes qu'il va mettre sur sa clé USB ou un CD, whatever. Puis tu as un high, mid, low. Tu as 3 fréquences que tu peux changer, OK? Mais c'est sur la tune complète. Lui, à la place, il s'amène une grosse console de 24 pistes analogues avec ses effets dub. Puis il prend les pistes de studio de toutes les tunes qu'il a faites. Alors, il divise son 24 pistes à 8 pistes, 8 pistes, 8 pistes. Pour chaque chanson, il y a 8 pistes. Fait qu'il y a la bass, la voix, etc. Alors, il est en train de mixer live, genre les tunes, mixer ensemble, différents, mais avec le bass, avec toutes les... Alors, c'est vraiment intense, puis j'ai jamais rien vu comme ça. C'était malade.
Puis il y avait Brother Culture, qui est une légende Ouais. de vocaliste de la scène de reggae, de drum and bass, etc., qui a performé avec lui aussi à ce spectacle-là. Donc, c'était vraiment une soirée incroyable. Ben, j'ai passé 2 semaines à Paris, en fait, pour faire ce concert-là. Fait une petite vacance en même temps. Puis c'était génial. C'était vraiment agréable. Bah ouais, et toi tu parlais beaucoup de... parce qu'il y a eu quand même 2 villes en Angleterre qui se sont démarquées, c'était Bristol et Londres. Toi tu parlais quand même plus de Bristol que t'as plus... Ben, Bristol, c'est devenu, pour moi en tout cas, la capitale de la bass music. Alors, dans les années 90, Bristol était connu pour le trip-hop. C'est Portishead, Tricky, Massive Attack, Morcheeba, tous ces groupes-là viennent de Bristol. Donc, ils ont inventé le trip-hop, disons. Mais maintenant, c'est à cause du breakbeat, puis c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'est la ville au monde où tous mes producteurs préférés viennent de là. Quand je fais mes sets, c'est rare que je joue une chanson avec quelqu'un qui vient pas de Bristol. Donc, t'as Crafty Cuts, t'as Mr. Trick, qui est le fondateur du label Swing and Bass. Ça, c'est deux avec ma partner DJ Melodrastic, on a un crew qui s'appelle Flamingo Funk. On a emmené Mr. Trick et on a emmené Crafty Cuts faire des concerts ici. Puis à Toronto, puis à Ottawa aussi. Qui sont des pionniers aussi. Qui sont des pionniers Crafty Cuts, c'est un pionnier du breakbeat. Moi, je dis toujours que Crafty Cuts, c'est le Tony Iommi du breakbeat. Okay. Alors, Tony Iommi, c'est le guitariste de Black Sabbath. Okay. Et ce qui est arrivé avec Tony Iommi, c'est qu'il travaillait dans une usine à Birmingham avant que le groupe est devenu célèbre. Puis un jour, il y a eu un accident industriel. Puis la machine a coupé les bouts de ses doigts. Donc, il a perdu comme 4 morceaux de doigts. Alors, lui, quand il joue, il met des trucs spéciaux par-dessus ses doigts. Ben, Crafty Cuts travaillait dans une usine. Puis lui, il était dans le circuit de DMC, tu sais, les scratch DJ, là, ouais. le hip-hop. Donc, lui, il était en train de compétitionner là-dedans, puis il se faisait un nom. Fait que, même chose, il a coupé des morceaux de ses doigts. Fait qu'il a été obligé à apprendre à scratcher avec l'autre main. Puis à cause de le temps de blessure que ça a pris, c'est là qu'il a commencé à produire de la musique. Okay. Donc, il a arrêté d'être... Il fait encore un peu de scratch quand il joue, mais il est devenu producteur. Puis c'est un des légendes du breakbeat. Mr. Trick, c'est le fondateur du label Swing and Bass. Et l'électro-swing, c'est le fun, mais c'est kitsch. T'sais, après une chanson ou deux, souvent, on est comme, OK, je suis saturé, là, c'est assez. Ça avait fait un gros buzz, oui, il y a quelques années. Tout le monde écoutait ça. Mais ça fait mais je l'aurais même pas mis, moi, dans la partie bass music. Moi, c'est marrant. J'ai découvert, en préparant cette émission, des styles que j'aurais jamais mis dans la bass music, ouais. Donc, Mr. Trick, c'est lui que je donne des énormes éloges pour faire l'évolution du electro-swing dans quelque chose qui est pas kitsch, dans quelque chose qui fucking clenche, là, qui est badass au bout, là. Fait que ses productions, même s'il peut avoir un côté swing, le côté bass dessus, c'est un producteur malade. Fait que ses événements Swing and Bass et son label Swing and Bass, c'est connu partout dans le monde. Là. Puis en fait, c'est l'artiste le moins diva que j'ai jamais booké au monde. Booké à Montréal. Genre, il voulait pas qu'on l'aille le chercher à l'aéroport. Il a pris son taxi. Lui, il y a un band aussi qui fait avec ça. Ils sont une douzaine avec des cuivres et tout ça. Fait qu'il est habitué d'être le tour manager pour eux. Fait que quand c'est juste lui tout seul, il est bien autodidacte. Donc, il fallait que j'insiste pour l'emmener prendre un verre. Genre, j'habitais à 2 pas de son Airbnb qu'on l'avait hébergé. Let me take you out for a drink, man. Fait que, il était super chill, man. C'est super. Puis ses productions, j'adore. Là, c'est vraiment malade ce qu'il fait. Ouais. Oui. Si c'est une chanson qui a un peu de swing dedans, ou des années 50, tu sais, Motown, Soul, des trucs de même, il y a des fortes chances que c'est soit Mr. Trick ou bien non sur son label Swing and Bass. Nice. Ouais, parce que ce qui était fou, c'est quand même pour en revenir un peu au fondement, un peu au fondement du style. Si vous me dites si je résume bien, hein, mais en gros, la bass music, c'est vraiment influence breakbeat. Influence breakbeat avec des grosses lignes avec des grosses lignes de dub un peu. Exact. Mais high pitché un peu, c'est ça? Ben, il y a toutes les techniques, tu peux dire. Il y en a qui sont high pitch, il y en a qui sont pas. Il y a time stretching avec. Mais ce que je trouve fascinant avec le drum and bass, pour expliquer à quelqu'un qui ne connaisse pas le drum and bass, c'est ça donne l'impression que tu flottes en espace, OK? Parce que la ligne de basse, c'est une ligne reggae souvent. Ouais. Et les synthés sont en mi-temps, OK? C'est que disons, c'est 1, 2, 3, 4. Eux autres vont être 1, 2. Ils sont en slow motion. Ils sont en le demi de la vitesse, OK?
Mais les drums, les beats sont en double vitesse. Fait que tac, 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 c'est super vite. Donc, le fait que les beats sont 2 fois plus vite, puis le bass et les synthés sont 2 fois plus lents, c'est ça qui crée cette juxtaposition, cette contraste dans le drum and bass qui est tellement intéressant. Ouais. C'est énormément d'énergie et en même temps un rythme qui est dansable aussi. Alors, il y a plein de gens qui ont du mal à danser dessus, c'est pas évident parce que justement ça sort de la grille des 4 temps. Mais à côté de ça, tu te retrouves quand même avec cette énergie qu'elle est capable de ramener. Ça fait partie du style pour beaucoup de ces tracks. Non, mais tu peux danser de 2 façons. Tu peux danser soit rapide, exact. soit lent. Et Donc c'est tu peux toi qui danser, choisis, c'est toi qui choisis en fonction de ta forme, etc. Exact. Tu peux aussi compter les BPM de 2 façons. Moi, quand j'avais appris ça, j'étais là, oh waouh, j'ai eu l'impression qu'un monde s'ouvrait. J'étais là, ah ben oui, c'est à évident. mon âge, je danse avec mes mains sur la ligne de basse, sur le drum and bass. J'ai plus les jambes pour danser avec mes jambes au beat. Ce qui est fou quand même avec l'Angleterre, c'est vraiment que c'est un pays qui a abrité, mais ça doit aller avec le contexte un peu social et la population qui a toujours cherché à être un peu, comment je peux dire, un peu aller à contre-courant un petit peu des tendances, etc. Il n'y avait pas trop la place aussi. En fait, c'est souvent des réactions plus que des choix, tu vois. Ce genre de choses-là, c'est plus genre, on veut pas de nous ici, on veut pas de nous là. Donc, on est obligé de se regrouper à ceux qui veulent le faire quand même et qui ont quand même envie de trouver un espace pour le faire. Et donc, en fait, le style va dériver et découler naturellement de l'endroit où ils sont obligés d'être. Et c'est beaucoup de chasse et que finalement, ce qui va émerger en termes de style et en termes de culture, c'est pas que conscient. Tu vois, c'est pas que des choix en se disant mais moi je veux pas être comme ci, je veux pas être comme ça, j'aimerais que mon esthétique soit comme ci ou plutôt comme ça. Je dirais que c'est le regroupement de toutes ces énergies contraintes et forcées parfois dans des endroits où ils sont obligés d'être créatifs différemment. Tu vois, réussir à par exemple compenser les problèmes techniques par d'autres choses, le fait de pas avoir d'argent pour le matériel. Donc avec quoi on vient pour faire en sorte que le party ait lieu quand même, tu vois, avec quoi tu composes. Est-ce que tu vas aller avoir toutes les machines qui coûtent super cher ou est-ce que tu vas prendre un micro, un verre et tu vas faire des ding-ding et déjà t'es à la recherche d'un son qui va permettre de donner une texture qui est propre à tes contraintes. Tu vois. Et c'est ça que je pense qui est beaucoup de toutes ces musiques expérimentales, c'est beaucoup de choses qui sont poussées par la contrainte pour donner quelque chose d'original et qui du coup apparaît comme original parce que de toute façon l'autre n'avait pas le choix au moment de le composer, il n'avait pas accès à tout et n'importe quoi. Il a fait avec ça, mais il a réussi à y rendre une texture, quelque chose sur lequel les gens vont se sentir touchés aussi parce que ça leur parle, c'est leur quartier, c'est leurs amis et c'est ça qui crée la culture finalement. Et je pense que c'est pas que des choix conscients. Mais c'est vrai qu'il y a eu toujours cette tendance à vouloir aller un peu à contre. Après moi j'allais dire, je vais citer 2 producteurs plutôt de Londres, mais il y avait Fabio et Groove & Rider là qui sont un peu les pionniers, non, si je me trompe un peu. Mais bon, eux ils étaient de Londres, mais eux par exemple ils organisaient leur soirée, ils disaient qu'ils organisaient leur soirée le jeudi, alors peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix parce que le week-end c'était mainstream. Exactement. Et en fait leur soirée le jeudi c'est devenu des fucking bonnes soirées avec plein de gens en disant non, le week-end c'est techno house parce que tout le monde écoute ça, nous le jeudi on fait des trucs expérimentaux. Et ils avaient même dit dans une interview que j'ai regardée là qu'ils avaient fait pour Red Bull, ils avaient dit quand on a rencontré Carl Cox la première fois début des années 90, il nous a dit ça va jamais marcher ce que vous faites les gars. Et ça fait pas danser, ça fera jamais danser personne. Et en fait les mecs sont devenus et donc je trouvais ça marrant. Pourtant lui qui est ouvert, je pense, pourtant lui qui est ouvert comme si je le connaissais, mais je me dis c'est quand même un mec qui était assez ouvert aux tendances. Et voilà, c'était la petite... J'aimerais ajouter une petite chose à ce que tu disais, Tico, c'est que beaucoup de les styles musicaux, par exemple le acid techno, la raison pourquoi le acid techno est devenu un style musical, c'est qu'ils ont sorti le TB303, la machine qui fait le son acide. Personne ne l'a acheté. C'était une faillite totale. Donc ça se ramassait dans les pawn shops, pas cher. Donc il y a du monde à Détroit, puis à Chicago, aux États-Unis, qui ont trouvé ça. Puis ils ont réalisé que si on met une distorsion ou si on fait X, Y, Z, ça crée un son intéressant. C'était pas créé pour faire ce son-là. C'est juste du monde en gossant avec, ils ont trouvé un happy accident qu'on appelle. Donc le son de Acid Techno est né, Acid House est né par ça. Ou bien non, une autre manière. Alors l'opportunité de monde pauvre qui ne pouvait pas se permettre d'acheter la machine coûtait super cher, c'est rendu dans le pawn shop à 20$, genre. Ouais. Même chose, la musique jazz.
l'opportunité était là, c'est qu'après la guerre civile américaine, quand c'était fini, ben, toutes les bandes, ils étaient dans le sud, souvent, toutes les bandes, puis genre à Nouveau-Orléans, puis tout ça. Donc, ils ont décidé de rester là. Tous les musiciens avec leur... Il y avait tous les instruments de l'orchestre pour le marching band, pour marcher avec l'armée. Donc, tu avais accès à tous les cuivres, tous les instruments cuivres, le jazz est né à cause que tu avais accès à l'équipement. Ouais, bah ouais, non, c'est ça. Et puis, pour le coup, la musique underground et la musique électronique, de manière générale, c'est souvent de l'équipement qui peut être amené à vite coûter cher, surtout sur les machines professionnelles. Donc, c'est toujours rigolo de voir, même créativement, comment ils arrivent, les artistes, à produire avec ce qu'ils ont, tout en cherchant à chaque fois à rajouter des machines supplémentaires dès qu'ils en ont l'opportunité. Mais à un moment donné, ils sont contraints avec la machine qu'ils ont pu se payer, puis avec ça, ils vont devoir réussir à se sortir quelque chose qui leur parle à eux, puis qui va réussir à trouver son public aussi. Mais c'est sûr que ça crée, j'ai l'impression que ça crée quand même... tu te crées un public un peu autour de ça en créant... Enfin, je me dis, je me mets à la place des gens de cette époque, mais en créant un peu des soirées underground, en étant... en créant des soirées à part, en étant un peu avant-gardiste sur les sons que tu passes, puis même avec l'essor des radios un peu pirates. Je ne sais pas si tu n'avais pas un peu l'impression de faire partie à une communauté un peu à part, parce qu'à l'époque, ils disaient qu'en Angleterre, il y avait au moins 14 ou 15 radios pirates, et que les gens commençaient, parce que je pense qu'à l'époque... plus. Même plus, que les radios étaient pas... juste de drum and bass. Pardon, j'ai pas précisé, ouais. 14 ou 15 radios juste de drum and bass et qui se mettaient... les petites anecdotes, ils racontaient, on se mettait dans les immeubles désaffectés, dans les cages d'ascenseur, parce que ça permettait de te coincer. Et comme ça, les flics pouvaient pas venir te voir, ou alors sur les toits. Et ils disaient comme ça, on passait nos tracks et tout, parce qu'effectivement, c'est un temps qui remonte là, mais les radios étaient pas, enfin les gouvernements étaient pas très friands à passer de la musique de sauvage, tu vois. C'est ça, mais ils l'ont jamais trop été en vrai. Hein. Si tu fais le bilan, ils ont jamais trop aimé ça, parce qu'il y a aussi un côté subversif à la basse musique. Il y a un peu ce côté, parce que c'est dérangeant, le simple fait de l'écouter gêne le monde, gêne la société, tu vois. Et donc de là, comment ça peut ne pas créer de tension entre les autorités et puis le monde normal qui va au boulot ou qui veut juste se lever tôt le lendemain matin pour aller chercher les enfants, whatever. Et surtout en Angleterre, je sais pas si, vu il y a eu tellement un gouvernement coercitif. Ça a fait tellement parce que c'est pas la première fois qu'on parle de l'Angleterre dans ces émissions-là, et ça a permis, tu vois, c'est grâce ou à cause, ça a permis de faire évoluer des musiques des musiques un peu, des musiques underground. Faut imaginer la cocotte minute, genre à partir du moment où tu mets le feu en dessous, mais que tu mets le couvercle, ça va exploser, tu vois, mais pas forcément tout de suite. Donc d'abord, ça fait des bulles, ça cook, c'est toujours en dessous du truc et tu vois pas, mais à un moment donné, paf, tu vois. Et c'est un peu ça qui se passe dans ce genre de contexte. À cette époque-là, c'est clairement la police, la répression autour de la musique. On ne veut pas écouter votre musique, elle est sauvage, elle crée des problèmes plus qu'autre chose. Et du coup, si elle veut exister, elle doit se cacher, elle doit fuir la police, elle doit être en train de magouiller pour exister, quoi, tu vois. Et c'est ça qui, à un moment donné... va créer les étincelles un petit peu culturelles et créatives. On n'a pas le choix, donc on le fait comme ça, mais on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut dans notre contexte un peu... ça rejoint ce qu'on disait sur ton événement. Ça rejoint un peu le discours que tu avais. Finalement, ça se tient. Ouais, ça se tient un peu, je crois. Ça fait déjà presque 40 minutes, 40 minutes qu'on parle. Oh, wow. Ouais, ça passe vite. Hein? Mais c'est ça, c'est toujours comme ça. À chaque émission, c'est ce que je me dis. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Si tu es d'accord, on peut commencer par toi, Guapo. Je leur ai fait je leur ai donné un défi. C'est horrible. Moi, j'aurais pas pu en plus répondre à ça. Je leur ai demandé de choisir une seule track de bass music en fonction... la track qui pour eux représente le plus la bass music selon leur influence, leur parcours, leur histoire, etc. Donc ils se sont prêtés au jeu, les pauvres. Ça n'a pas dû être facile. Moi, je me serais arraché les cheveux. Donc je propose qu'on commence par toi. Moi, c'était super facile. Il y avait pour moi, parce que en 2014... j'écoutais YouTube un soir, puis tu sais, des fois, l'algorithme, ça te suggère des trucs, ça laisse aller. Des fois, c'est des bonnes suggestions, des fois, c'est poche. Puis ce coup, j'ai tombé sur un artiste qui s'appelle Father Funk. OK. Et la chanson qu'il a faite, c'est un échantillonnage de You Make Me Feel Like Dancing by Leo Sawyer. You make me feel like dancing. Gros succès de disco de genre 1981. Okay.
Donc, il a fait un remix en bass music. Et moi, je produisais du drum and bass, j'étais DJ drum and bass dans les années 90, mais j'avais jamais rien entendu comme ça. J'appelais ça peut-être du ghetto funk, cette chanson-là. Et ça m'a ouvert les yeux. J'ai changé complètement de style musical. Je me suis lancé là-dedans à fond. Et c'est grâce à cette chanson-là qui s'appelle Say or What. Ok, ben, je propose qu'on l'écoute tout de suite. All right, merci beaucoup pour ce petit fade out. Ouais, en plus, je t'ai même pas présenté. Dans sa petite guérite là derrière sa petite vitre, le pauvre. Ça fait 45 minutes 45 minutes qu'on m'oublie. Okay. Ça fait 45 minutes que toute l'émission se passe grâce à lui. Salut Jay. Salut. Ça va? J'ai complètement oublié de se présenter, pas mon pauvre. Bon, il est toujours là. Voilà. Je dis toujours sans lui l'émission ne serait pas. Je suis l'auditeur privilégié. Moi, je suis vraiment celui qui l'écoute toujours. Ouais, voilà. Avec vous en premier. En avant-première. En avant-première. Et Guapo, tu rajoutais qu'il fallait absolument regarder le clip aussi. Ouais, si vous allez sur YouTube, vous allez voir le clip. Il y a un artiste qui s'appelle Maculate, qui vient de San Francisco. Et c'est lui qui crée tous les vidéoclips pour la scène de music bass. Il fait des vidéoclips malades, tellement créatifs. Puis lui, il fait des performances où il DJ et VJ en même temps. On essaie de l'emmener... j'essaie de montrer quoi pour l'emmener à la SAT. Faire de quoi, c'est vrai. En tout cas, tu peux voir tous les vidéoclips de Maculate. Tu peux voir, c'est malade ce qu'il fait là. Ouais.
Et moi, parce que là, on avait parlé un peu juste avant des fondements et tout. C'était quoi un peu l'évolution de la bass music là depuis je vais couvrir une grosse période, mais un peu depuis années 2000 jusqu'à un peu ce qui se fait maintenant. Comment Ben, t'avais le dubstep qui était le gros changement. C'est le drum and bass, le jungle qui a commencé dans les débuts des années 90, qui vient du hardcore. Puis après ça, ça a évolué en drum and bass. Puis c'est devenu très grand, mais ça n'a pas trop évolué dans les débuts des années 2000. On dirait que c'était un peu, ça voulait pas trop. Fait que moi, je suis un peu parti de cette scène-là. Mais là, le dubstep est arrivé sur scène, puis ça a beaucoup changé, spécialement de la sonorité de la basse. Ça a vraiment changé d'avoir ce qu'on appelle le wobble. Ce qui était fou, parce que même moi, j'en ai écouté du dubstep, donc c'est que ça a fait vraiment un gros boom. À cette époque, Et une fois que ça, c'est parti, tout à coup, il y avait glitch hop, ghetto funk, bassline. Il y a comme une trentaine de nouveaux genres musicaux à l'intérieur du bass music. Là. Il y a tellement de... En fait, j'en connais beaucoup de DJs là, quand on se présente. Je joue, I play juke, I play... J'ai jamais entendu. Oui, j'ai vu qu'il y avait énormément, c'est ce que tu disais, le ghetto funk, le liquid drum, liquid bass. Liquid drum and bass. Voilà. Et le sound bass, ça je l'ai adoré. Ça c'est le drum and bass brésilien, c'est ça un peu la drum and bass brésilienne. Le liquid drum and bass, c'est l'évolution de ce qu'on appelait intelligent drum and bass. Dans les années 90, il y avait LTJ Bukem, puis Good Looking Records, puis c'était une forme de drum and bass ambiant. Donc c'est plus doux à écouter. Puis le liquid, c'est l'évolution de cette son-là. Ouais. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup plus... oui, parce que c'est vrai que peut-être pour les gens qui peut-être seraient un peu troublés par la drum and bass au début, j'aimais bien ce sous-genre. Moi, je trouvais que ça s'écoutait quand même. Le liquid, ça s'écoute bien au travail. Non, mais c'est vrai. Ça dépend quel travail, mais oui. Ouais, bah, si tu fais de l'informatique, que tu es devant ton ordi, puis que c'est quelque chose qui est assez... ça te met dans une phase assez facilement. C'est pas sursaturé en basse, mais par contre, c'est tu peux assez concentrer mélodieux. sur ton travail. Ça t'aide à la concentration pour voir. Donc, c'est quelque chose qu'on va souvent entendre. Le lo-fi aussi, c'est ça? Lo-fi en anglais. Et ça va être tout ce qui va être assez facilement écoutable, sans forcément chercher à te faire bouncer comme un fou, mais avec un rythme qui est en réalité un BPM super élevé, quoi, tu vois. Ça te garde quand il faut travailler, ça te garde, c'est quoi le contraire de dire focused. Ouais. Tu mets ça en Focus, background, ouais. mais c'est assez rapide que tu n'étais pas fatigué, mais c'est assez ambiant que ça prend pas ton attention, puis c'est vraiment dans le son de background, ouais. C'est vrai que le lo-fi, on en a aussi beaucoup écouté, ça a popé à un moment, ça a fait un gros buzz. Tous les rappeurs se sont mis à faire ça aussi un peu et tout. Et c'est vrai que ça s'écoute très très bien pareil. Je l'aurais pas forcément mis... j'aurais pas assimilé ça à de la bass music, mais en fait la bass music c'est vraiment une très très grande famille. Et comment, à quoi elle ressemble un peu la scène bass d'aujourd'hui? Déjà, je pense que vous êtes assez différents, vous, dans ce que vous écoutez, non? Dans ce qu'on mixe aussi. Hein, Ouais, certainement. Mais on mixe tous les deux du drum and bass, mais à l'intérieur du drum and bass, c'est peut-être pas les mêmes sortes de drum and bass. Même sous-genre. Là. Moi, je suis très neurofunk pour le coup. J'adorais le neurofunk dans les années 90, Ed Rosh and Optical, des choses de même. Mais ces jours-ci, mon son est beaucoup plus doux puis amusant. Il y a beaucoup de swing and bass, il y a beaucoup de Decline, c'est un autre artiste de Bristol, Decline and Ed Solo. C'est lui qui fait les meilleurs remixes de reggae, de drum and bass. C'est vraiment le maître. Les maîtres, Decline et Ed Solo. Puis il y a Tasty Cake Records. Donc, mon style à moi, c'est moins agressif. Il y a beaucoup de vocales. Qui distinguent, parce que beaucoup de drum and bass, c'est très instrumental. Exact. Puis moi, c'est pour ça que on reprend une tune country, une tune blues, une tune metal, disco, peu importe le style musical, avec les paroles, avec les refrains, mais dans le contexte drum and bass. C'est ça, mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec l'énergie de ce que je t'ai déjà vu faire, c'est que tu arrives à aller chercher le côté refrain que tout le monde connaît, et en même temps réussir à y insuffler l'énergie de la drum and bass et de faire en sorte que ça nous clash avec ce qu'on connaissait de la musique d'origine. Et en même temps, C'est ça se ça, portait, oui, quoi. c'est un nouveau contexte, mais c'est aussi un nouveau contexte pour la drum and bass, parce que moi, ma philosophie, c'est que, avec n'importe quel style, c'est que souvent le monde, spécialement avec le drum and bass, le monde, il bûche à 100% tout le temps. C'est comme go, puis ils prennent jamais une pause de 40 secondes ou que tu mets un reggae break dans le halftime, une pause pour que le monde puisse reprendre leur souffle. Puis là, quand tu rembarques le beat encore, ils ont la chance de le manquer, le beat.
Tu sais, ils ont le temps de... Puis là, quand tu rembarques, OK, il y a un shift dynamique qui arrive. Le monde sont prêts à sauter encore une fois. Donc, quand je joue mes sets, le fait d'avoir, tu sais, une tune brésilienne ou, tu sais, peu importe, ça enlève un peu le... Ça enlève le côté expérimental un peu pour que quand je kick le beat puis je le rembarque, tu as eu la chance de le manquer, tu as eu une 30 secondes, une minute où c'était pas là. Donc, on enlève pour remettre. C'est ça. C'est le contraste, en fait. Ouais. Chercher à jouer sur les contrastes. C'est vrai que la neurofunk, c'est un style très saturé. Puis si tu mixes que ça, ben, tu peux vite arriver à saturation, même pour les oreilles, juste parce que tu manques un peu l'espace vide, tellement la musique, elle sature tous les espaces-temps possibles. Et à un moment donné, ouais, ça va être soit aller chercher des tracks dans un sous-genre de la DnB, mais qui va permettre de changer vraiment le tempo, soit aller prendre des tracks qui, elles, vont volontairement rajouter plus de vide dans leur musique, pour faire respirer un peu plus la musique et toi donner une chance à ton public de respirer un peu. Est-ce que ça se mixe de la même manière? Parce que j'imagine que... Attends. Parce que je t'ai déjà vu mixer, c'est hyper rapide. Genre... non mais c'est vrai, genre t'as souvent les faders... Enfin souvent t'as deux tracks quasiment tout le temps qui jouent en même temps. Ben, c'est... Faut réfléchir. C'est une musique assez intello finalement là. Je trouve que tu sais, il faut être focus comme tu dis et puis faut toujours être attentif. C'est ça, ouais. Mais il y a une histoire de TDAH aussi. Je pense que ce truc-là, Absolument. c'est un truc que je voulais dire à un moment donné. C'est par rapport aux gens qui mixent de la house. Hop, tu mais une track, la transition elle est smooth. Mais c'est pour ça qu'elle a du mal à me convenir cette musique-là à mixer. C'est parce qu'il y a un moment donné, moi il faut que je joue avec les boutons là. Mais tu justement, si tu me dis que j'ai 3 minutes à attendre que ce soit le moment pour faire la transition, et moi je m'endors là, j'ai le temps d'aller faire autre chose, je vais danser puis je reviens, tu vois. Mais moi je dis toujours, I always say that the type of music I play is ADHD music, low attention span theater, basically. Puis ma règle en général, c'est qu'à toutes les 2 minutes à 2 minutes 30, il faut que je rentre une nouvelle tune quand je joue de la bass music. Puis c'est drôle parce que quand je fais des sets house maintenant, parce que j'ai longtemps aussi joué du house, j'ai réalisé que ma manière de jouer la house a changé énormément à cause que ça fait peut-être 8 ans que je focus vraiment juste sur la bass music. Donc, avant, je commençais à être « Hey, c'est fucking long, dude! C'est comme 6 minutes avant que ça arrive. » Fait que là, je commence à vraiment jouer plus avec 4 decks puis comme mettre de quoi par-dessus. Fait que même, je vais garder cette chanson-là jusqu'au début à la fin, disons. Mais par-dessus, je vais mettre des percussions, je vais mettre plein d'affaires puis je vais bifurquer beaucoup plus. Puis ça a changé qu'avant, tu sais, très planant, avec la house, le techno, que tu sais, le trance, c'est des longues chansons de 6 minutes minimum, là. Donc, ça a radicalement changé mon approche. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce côté de ça peut pas se mixer. J'aime bien l'analogie avec le TDAH. Genre, t'es obligé de faire un truc de tes mains. Mais en plus, c'est le style où t'es obligé de faire un truc. C'est ça, en fait. Genre, même si tu voulais pas. C'est ce que je te dis, c'est que là, moi, je suis allé chercher un style où, en fait, ça me laissait pas le choix, en fait. C'était pas forcément tant. À un moment donné, j'ai une track où c'est mon style de mix. C'est que vu que je sais que c'est ça que j'aime, si je vais dans ce style de musique-là, je sais que ça va m'en donner à. Genre, si je mixe 1 heure, à la fin, je suis rincé, tu vois. Ouais. Alors, c'est pas genre, j'ai regardé. Le bouton pendant 1 heure de savoir si à un moment il fallait que je le pousse un peu plus vers le haut, tu vois, parce que moi c'est plus dynamique comme style musical. Ouais. La bass music, c'est plus comme le scratch, c'est très précis, c'est plus travaillé, puis les mix, ça se fait tellement vite et précis parce qu'il y a des breaks, toutes les drops, les breaks, c'est beaucoup plus complexe que dans les autres styles musicaux. Donc, c'est vraiment... Ouais, j'ai de la misère avec les autres styles. Ouais, mais c'est parce qu'on décide ça. C'est trop long. Puis, tu sais, des fois, t'étais à un festival, genre, puis comme, il va y avoir un breakdown. Puis le breakdown, il a juste coupé la basse pendant 30 secondes. Puis là, il retourne la basse. Wow! La foule capote. Puis je suis comme, dude, les breaks dans le bass music, c'est travaillé, man. C'est complexe. Ah ouais, on se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte du tout. C'est super bien produit. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que ce moment où il t'enlève la basse pour te faire respirer, en même temps, la batterie, elle s'énerve dans tous les sens. Elle te fait des breaks vraiment intéressants. J'espère, dans la chanson que toi, tu nous as amené, qu'il va y avoir des breakdowns qu'on parle de bass music. Alors, on va voir ce que j'ai sorti, effectivement. Je sais pas si c'est le moment, mais... si vous voulez, on peut...
on peut passer. Ouais, bah, je peux peut-être juste présenter un peu le truc. Ouais. C'était une track que j'ai découvert. En fait, moi, c'est ça. C'est là que j'ai créé le personnage de Tigrou pour la première fois. Tu vois, c'est trop mignon. C'est trop mignon les petites histoires que vous racontez sur vos chansons. C'est hyper nostalgique et tout. Non, bah ouais, c'est ça. Bah, pour le coup, tu vois, je sais pas si elle est représentative en quoi que ce soit de la bass music parce qu'elle n'est pas forcément pour qui que ce soit, à part moi, tu vois, sur celle-ci. Mais je te dirais que c'est celle qui m'a fait découvrir la drum and bass dans son côté rassembleur, avec des influences rock pour le coup, et des choses qui sont encore un mélange entre la musique électronique puis des influences un peu plus rock. Et moi j'ai créé le personnage de Tigrou dans un espèce de cabaret comme ça où Dirty Phonics s'était passé pour refaire ce live. C'était à quel âge ça? C'était en 2012, donc moi j'étais pas si jeune que ça non plus, tu vois, mais je sortais de Disneyland avec des amis, puis on avait tous acheté une petite paire d'oreilles, chacun son petit personnage, et moi c'était Tigrou. Et c'est ce soir-là où effectivement je suis tombé sur 1 million de gens qui ont trippé avec moi, j'ai adoré la musique, on m'a laissé monter sur scène pour aller filmer les artistes, j'ai fait une petite vidéo récap de tout ça, donc pour moi ça a vraiment marqué le personnage, sa création ce soir-là, mais aussi après comment ça continue à m'inspirer de faire ce genre d'événements, et puis d'aller dans les festivals plus tard, le Dour Festival, le Boom Festival, tous ces gros événements qui m'ont toujours mis la magie dans les yeux, et aujourd'hui l'inspiration à petite échelle, certes, mais continuer à faire vivre la culture. Mais je me dis heureusement que tu n'avais pas choisi les oreilles de Dembo ce jour-là. Exactement, mais il se trouve que qui aurait été beaucoup plus difficile pour mettre le casque. Plus dur à porter, effectivement. Mais j'avais déjà un petit attachement à la couleur orange, donc ça a été assez facile de pogner là-dessus. You never knew your origin story. Si vous connaissez pas Tigrou, il y a quand même, tu as travaillé ton personnage à fond. Et moi, je t'ai jamais vu un seul jour à pas porter du orange. On parle des fashionistas, mais chez les grandes fashionistas, il y a aussi Tigrou, quoi. Je veux dire, t'es toujours. C'est ma couleur, puis je sais que c'est ça qui me fait du bien, et puis qu'il y a des gens à reconnaître aussi ce que je pensais juste que tu faisais partie d'un gang de rue quand on a c'est ça. Non, mais on m'associe à pas mal de causes aussi de temps en temps quand on me dit c'est la couleur. Les recruteurs de donateurs et tout là. Donc, non, mais c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de gens, je leur dis, mais si, Tigrou, le mec DJ qui s'habille toujours en orange, ah bah oui. Et en général, les gens tout de suite te repèrent. C'est très marketing, mais ça fonctionne. En tout cas, Jay, si tu veux bien nous passer cette fameuse track.
Super, merci beaucoup. Honnêtement, je m'attendais à une musique beaucoup plus violente venant de toi, Tigrou. Ouais. T'as été... C'était pas forcément la plus violente que j'avais dans mon répertoire, je te le cache pas. Je m'attendais à un truc genre... Mais c'est aussi celle qui m'a clairement, à un moment donné, a réussi à attirer mes amis aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'était ce mélange d'artistes qui était à la fois assez mainstream dans ses sonorités, un peu rock, et en même temps qui pouvait les ramener dans une soirée de drum and bass avec justement un peu plus quelque chose qui, moi, venait me chercher à moi, tu vois. Elle est très cool. Elle est très très cool. Ah, j'ai beaucoup aimé, ouais. Et j'allais te demander, parce qu'on vient de parler un petit peu comment ça se mixait, j'allais te demander, Guapo, comment ça se produit la drum and bass? Est-ce qu'il y a quelque chose de... J'avais entendu quand même que dans les années... Enfin, j'avais lu que quand même dans les années 90, c'était un des styles... C'était un peu la course à l'armement électronique et que c'était un des styles les plus avancés en matière de nouvelles technologies, etc. Comment tu produis de la drum and bass? C'est pour avoir les sons de bass là-dedans. Je me rappelle spécialement avec Ed Rush and Optical, qui sont un des plus grands dans le neurofunk. Eux autres, chaque fois qu'ils sortaient un disque, c'était comme... Comment ils créent le son qu'il y a là-dessus? Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais entendu un DJ qui jouait à Jai Bar en, je sais pas, 97, whatever. Puis il a joué la tune Costlow de Ed Rush and Optical. C'est la première fois que j'entends. Puis je suis allé voir le DJ, c'est qui ce groupe-là? C'est quoi cette son? Puis ça sonnait comme... Dans ma tête, à moi, c'était comme... Imagine un vieux film des années 50, genre d'horreur, OK? Au cas de des fourmis à côté où il y a un nuclear power plant, puis il y a un problème, puis là, des fourmis atomiques se créent, genre. C'est quoi ça? Non, le son que j'entendais, c'était comme ça, mais avec les murder hornets. OK. With killer bees, or Okay. c'est pas des abeilles, là, des guêpes, les plus violents, les plus... J'envisageais dans ma tête que c'était à côté de Fukushima ou Hiroshima. Alors, à cause ils ont été they got mutated from the nuclear waste, and there's angry murder mutated hornets making this sound as they fly around. That's the sound from the Ed Rush and Optical record. Ah non, c'est des sons toujours assez incroyables qui sont capables. Mais tu sais, c'est des matières, des textures que tu finis par avoir en détruisant le son, puis en faisant beaucoup d'expérimentations sur le comment le détruire pour que ça sonne aussi à la fois trash mais musical. Tu vois, c'est pas une balance facile, et c'est vrai que c'est très technique, en l'occurrence la neurofunk, à produire pour que ça sonne pas juste garbage, parce qu'à un moment donné, t'as juste de la musique à tous les temps. Puis, ça fait juste une porte qui grince. C'est ça, quoi. Donc, mais le secret, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'équipements analogues ou digital, mais c'est pas que des logiciels. De nos jours, aujourd'hui, tout se fait avec des logiciels. Mais pour avoir les vrais gros sons, là, il faut que tu prennes une machine, tu le plugues dans une pédale de distorsion, tu le passes par des haut-parleurs ou un tube preamp, puis tu fais un vrai son analogue avec, pour que ça, puis là, ça va sonner. Mais c'est ça à la base, la culture de dubplate à la base. C'est que, genre, tu utilises des équipements digitales pour faire de la musique électronique, puis à la fin, ils vont faire le master sur du tape de 2 pouces analogue pour créer le master recording, pour après ça faire un dubplate qui est le test avant de faire un vinyle. Oui, c'est ça, le dubplate, c'était le petit vinyle sur lequel tu fais... Non, c'est pas un petit vinyle, c'est la même grandeur. Un gros vinyle. C'est lourd comme un 78 tours. OK, mais c'était là qu'était pressé le premier jet, en gros, de la track, hein, c'est ça? En général, comment c'était inventé, c'est qu'avant que tu fasses ton gros pressing, tu sais, le nouveau album d'un grand groupe sort, ils vont faire un test sur un dubplate pour être sûr que c'est bon, puis c'est à partir du dubplate que tu vas faire le mass factory, tu sais, que tu vas imprimer. Mais dans notre scène électronique ou dub, tout ça, je veux juste une copie, puis c'est ma tune à moi. Je veux juste pour que je sois capable d'être DJ pour avoir ma chanson. Fait qu'à Montréal, le premier que j'ai connu qui faisait ça, qui s'appelait Jackie Murder, Jack Beats à l'époque. Maintenant, il s'appelle Jackie Murder, il a déménagé en Angleterre. Mais sa compagnie s'appelait Chopstick Dubplate. Fait que lui, il avait acheté une petite presse de vinyle. Fait qu'il pouvait faire tes dubplates. Parce que c'est avant les laptops, toutes les manières de jouer de live avec Ableton Live ou tout ça. Là. Fait que fallait que ça coûtait cher, ça coûtait une couple de 100$ là, pour comme... Tu peux mettre peut-être 2 chansons, gros max, là, parce que la qualité est pas incroyable. Puis le plus que tu utilises sur le disque, le moins la qualité va être bonne. Puis souvent, tu peux l'enregistrer à 45 tours, pas à 33. Alors, tu as moins de temps à 45 tours. Fait que le drum and bass, c'était toujours à 45 tours parce que c'est plus vite. Mais bon, c'est là que ça vient, la culture de dubplate. Et en même temps, c'est peut-être ce qui a créé un peu la rareté, parce que
je pense que ça permet de façonner un peu les légendes, quoi, quand t'as juste cette track qui est pressée en une seule fois. Tu sais qu'il y a que toi qui l'as. Tu sais que effectivement ça peut ça devient un objet de collection, quoi. Ça devient un Ouais, objet mais un peu plus rare. je les ai encore dans ma collection de vinyle, les dubplates que j'ai fait faire en début 2000 environ. Ok. Mais j'ai eu un moment au festival Groove and Bass où que achat c'est chill pour un vieux pépère, disons là, mais comme mais des fois la nouvelle génération va faire des choses qui me frustrent un peu. Fait qu'il y avait un des headliners à Groove and Bass qui était un artiste d'Angleterre, qui était un artiste drum and bass. Durant son set, il a arrêté son set une trentaine de fois pour faire un rewind. Ça, c'est quand que la tune joue, puis c'est le gros hit, puis là, oh, recule. C'est une fois que c'est correct, là, mais 30 fois, là, j'ai trouvé XM. Puis là, le gars parlait souvent sur le micro, puis il disait tout le temps qu'il était en train de jouer des dubplates. Puis là, on regardait, man, c'est des clés USB, là. Fait que Original Dubplate Session, il mettait son accent jamaïcain, puis il disait Original Dubplate Session, puis tu sais, c'est un blanc, là, tu sais, c'est pas jamaïcain. Fait que, puis là, genre, tu sais, pour lui, un dubplate, c'est juste une chanson qui n'est pas encore sortie. Mais pour moi, tu sais, que j'ai payé une couple de centaines de piastres par dubplate pour les faire imprimer, pour avoir mes chansons sur... Tu sais, c'est un objet physique, là. Il n'était pas en train de jouer un... Puis ça dure juste... Tu peux peut-être le jouer une quarantaine de fois avant que ça va plus marcher ton dubplate, là. Fait que c'est comme une fleur, tu sais, c'est comme éphémère. Fait que... En tout cas, ça m'a vraiment frustré que le gars... Puis je fais tellement de blagues à propos de ça, genre que j'ai créé un label de dubplate, puis c'est des clés USB, genre... Parce que, dude, prends-nous pas pour des cons, là. Tu sais qu'on est en Amérique du Nord aussi, on n'est pas en Angleterre, mais comme, prends-nous pas pour des cons, là. C'est pas des dubplates, man. Mais c'est marrant que tu parles aussi des rewinds, parce que c'était... Enfin, quand j'ai fait la préparation de cette émission, c'était les deux trucs qui revenaient beaucoup. C'était la culture des dubplates et la culture des rewinds, surtout en jungle. Et c'était drôle de se dire que t'avais des DJ qui finissaient des fois pas un set, quoi. Qui pouvaient pas finir le set parce que tu devais repasser 5-6 fois la même chanson parce que j'aurais été folle, moi, dans le public. Rewind! Ah ouais, j'aurais pu le crier 30 fois pour la même track, tu sais. Moi, ça aurait été l'enfer. Mais non, mais c'est super frustrant pour un DJ, mais il y avait cette culture-là. J'ai jamais fait un rewind dans toute ma vie. Je suis DJ depuis 30 ans, j'ai jamais fait de rewind dans mes sets, jamais. Est-ce que ça vient un peu de la culture des MC aussi, des choses comme ça? Ça vient de culture jamaïcaine, tout ça, là, parce que t'es un selector, t'es plus en équipe. Mais, en tout cas, tu sais, de temps en temps, quand c'est la nouvelle tune, là, puis tu l'as pas encore entendu, tu sais, un tune qui devient un gros hit, comme un Badadan, tu sais, des tunes de même, la première fois que tu le mets, genre, le monde, tu sais, je peux comprendre. Mais comme, j'ai rien contre, mais c'est juste, pour moi, c'est un peu pénible au bout d'un moment. J'ai travaillé tellement fort pour arriver à ce point-là que le monde capote puis qu'il danse. Pourquoi que j'arrêterais ça? Ouais, cock block the flow, man. You gotta keep it going. Exactement. Mais je me dis, ça doit être, tu sais, ça doit être impossible ça doit être impossible à transposer dans d'autres soirées, tu sais, des soirées techno où les gens sont hyper dans l'introspection. Le mec il crie ouais. Impossible de faire ça dans d'autres types de soirées. Well, their drops aren't good enough to, ils méritent peut-être pas un rewind. Comme dans la bass music, c'est tellement, la production est tellement intéressante que c'était comme, wow, qu'est-ce qui est arrivé? Ok, on recommence parce que c'est assez incroyable. Mais c'est ça, c'est qu'il y a peut-être un peu moins la recherche de l'intensité au moment du drop. Je trouve que la techno va peut-être plus sur le release de la tension, tu vois. Donc on met de la tension, on enlève, puis ça prend plus de temps. Mais sur toute la basse musique, il y a un peu ce côté de je viens te surprendre avec ce que tu vas entendre. Et du coup, quand la surprise est trop forte, t'as un peu cette tendance à dire attends, il s'est passé quoi là genre remets parce que genre c'était trop fou. Donc je peux comprendre aussi, mais c'est vrai que quand ton set devient une raison de jamais passer une track en entier, et puis aussi de pas faire de transition, parce que d'une façon ou d'une autre tu vas faire un rewind, ouais. Le gars va faire un rewind, donc sa transition il a même pas besoin de la bosser tant que ça, et puis du coup quand il la remet il fait juste play puis ça repart. Donc d'une certaine façon pour la prochaine il va faire la même chose. C'est un peu lassant, et puis quand t'aimes bien la musique, surtout ça crée cette frustration. Alors encore une fois, jouer sur la tension, le release de genre je te le mets mais je te le mets pas en entier, ça crée quand même quelque chose, tu vois, on peut pas le nier, mais c'est cette frustration qui parfois peut être trop, du coup, si c'est surabusé, quoi. Mais c'est comme tout, hein, dès que tu mixes, si tu vas utiliser un effet outre mesure, il y a des gens qui pourront rapidement s'enlacer. Si ta boucle t'es pas capable d'en sortir assez vite, il y a des gens qui s'endorment et qui vont aller chercher un verre à ce moment-là, tu vois. Donc c'est et garder l'attention du public, je pense que c'est ça le truc, et tout le monde n'a pas le même attention span non plus sur le dance floor, donc c'est jamais c'est une recette subtile à trouver sur le... Parce que comme on disait tout à l'heure que la bass music c'est tellement polyvalent puis que tu as tellement de styles musicaux, donc tu peux faire justement tellement de surprises ou que
random, out of nowhere, t'as comme une... Justement, dans le set que j'ai fait aujourd'hui à la radio, genre, c'est comme un tune punk rock australien en drum and bass, genre, puis c'est vraiment low-fi au bout. Puis là, genre, j'ai coupé la tune à mi-chemin, puis c'était un groupe polka, un Balkan, pardon, un gros groupe Balkan, mais en live, là, tu sais, avec tout en drum and bass, tu sais. Puis une des choses que je préfère le plus quand je joue, c'est, oui, il y a de le monde qui capote, mais aussi, moi, ce que j'adore, c'est le regard dans les gens, dans leurs yeux, de confusion totale, des fois. Alors ça, c'est peut-être pas que la musique, mais... Bon, non, t'as raison. Non, mais c'est justement quand c'est du punk, puis là, je mets un Balkan ou genre les samples de quelque chose humoristique que tu peux mettre dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la musique bass aussi. Qui n'existe pas des autres. Ce genre de musique, c'est pas mal sérieux. Là. Est-ce que vous voulez dire qu'on peut plus sortir des sentiers battus, peut-être plus faire plus scinder des styles? Il n'y a pas de règles. Oui, c'est ça, qui iraient finalement pas ensemble à la base. Et en tout cas, il y a plus de gens qui s'autorisent à sortir du cadre et à aller chercher des choses qui sont un peu moins attendues pour justement créer cet effet de surprise qui fait partie du style, tu vois. Alors que, effectivement, dans la techno ou dans d'autres genres un peu plus cadrés, tu vas avoir une codification tellement forte que si t'en sors trop, tu changes du style. Tu vois. Alors que là, le style, il est assez large pour pouvoir englober le fait que t'ailles aller jouer avec du sample reggae, mais aussi avec un petit morceau de jazz, et que si tu fais ça bien dans ton set, en fait, tu t'arrives à non seulement raconter une histoire, à faire découvrir un genre, mais surtout, c'est ça, à faire passer différents styles d'influence dans les différentes tracks que tu peux avoir. Et du coup, c'est ce que je trouve que Guapo fait à merveille, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu l'inviter au plus Chris dès que j'en ai eu l'occasion. C'est vrai, c'est ce que je vous disais pendant qu'on écoutait Tatoon. C'est pas du tout pour faire la lèche-botte de mes invités ou quoi, mais effectivement, je trouve que c'est un style qui permet, qui demande quand même une grosse ouverture et qui demande une grosse culture générale. Alors non pas qu'il faut pas avoir de culture générale quand t'es DJ d'un autre style, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais moi oui. Non, mais il faut peut-être, ou alors effectivement plus être plus oser prendre des risques, dire tiens, ça j'aime ça, je vais essayer de la caler là, être plus audacieux. C'était l'audace, le mot que je cherchais, être peut-être plus audacieux dans sa création. Mais je pense que prendre des risques, ça fait partie aussi du métier de DJ là, à un moment donné, parce que sinon tu te fais chier encore une fois, mais je pense que c'est juste que tu passes un certain moment derrière ces platines, tu sais, puis il faut que tu aies l'impression que tu n'es pas juste en train d'appuyer sur le bouton play et attendre que ça finisse, tu vois. Donc oui, tu peux toujours essayer de danser avec le public, mais c'est pas non plus ce qu'on te demande en tant que DJ. Donc c'est comment toi tu vas réussir plutôt à faire vivre tes morceaux et à ramener tes influences et ta culture dans tout ça. Et puis surtout, toi, évoluer en tant qu'artiste, quoi. Donc, qu'est-ce que tu produis réellement? Alors, des fois, tu joues ta musique pour les producteurs, donc ça, c'est cool, parce qu'il y en a qui arrivent à venir avec tout leur travail, puis c'est un moment de release où ils vont pouvoir montrer un peu ce que ça donne dans l'ensemble, donc c'est super intéressant. Mais il y a aussi les moments où tu es plus DJ des musiques des autres, et dans ce cas-là, effectivement, on va plus aller te demander de prouver ta culture et de qu'est-ce que tu peux réussir à mélanger ensemble, qui va à la fois surprendre et à la fois faire danser tout le monde comme ils n'ont jamais dansé pour se rappeler de leur soirée. Mais c'est ça le rôle du DJ, c'est de faire le monde danser, capoter sur de la musique qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Ou qui savent même, pas qu'ils aimaient aussi. Hein. Ouais. Ça peut être... c'est ça. Je pense que moi, c'est ça qui m'a amené à la bass music. C'est à chaque fois quelque chose que tu découvres parce qu'on t'y a amené, parce qu'on t'a mis devant un caisson et que ce truc-là, il t'a fait vibrer. Et d'un coup, tu comprends que là, il y a quelque chose que tu connaissais pas, mais que ça te parle fort et que tu vas vouloir en réécouter, tu vas vouloir retrouver cette vibe. Les gens qui vont avec aussi, parce que c'est souvent que les styles de musique viennent avec une vibe particulière et tu peux être amené à faire de belles surprises, des choses que des fois, justement, tu te dirais, c'est pas pour moi. Puis une fois que tu as fini par y prendre un petit peu goût, tu te laisses bien surprendre à diguer ça très très fort, à te faire des playlists que tu n'as jamais vu ou à te retrouver sous un pont un 10 octobre sans vraiment savoir trop pourquoi. Mais écoute, avec un look de confusion totale sur ta face. Justement, tu reviens un peu sur ta soirée, la soirée qui va se passer le 10 octobre à Montréal, sur ta soirée, on peut dire ça. Mais
Mais je voulais qu'on parle un petit peu de la scène un peu dans cette dernière partie d'émission. Je voulais qu'on parle un peu de la scène canadienne et pourquoi pas de la scène montréalaise, parce que t'en parlais tantôt, Guapo. Moi, je savais pas du tout, mais apparemment l'Ouest canadien est hyper friand de drum and bass et ouais, est-ce que à quoi elle ressemble cette scène canadienne Mais le Canada, c'est difficile parce que les distances entre les villes sont très longues. Et c'est difficile pour les musiciens d'aller en tournée parce que tu as 8 heures de route au minimum ou 6 heures de route avant d'avoir une ville assez grande. Donc, spécialement l'hiver. Tu regardes une place comme Angleterre, toutes les villes sont à 1 heure d'un de l'autre. Alors, tu as comme une trentaine de villes. Fait que c'est facile pour un artiste d'être reconnu dans plein de villes au pays au complet. Au Canada, c'est pas la même chose. Donc, les scènes régionales ont développé sans beaucoup d'influence de les autres villes. OK. Donc, Toronto était la plus grande scène drum and bass. C'était vraiment Toronto. Montréal, c'était vraiment la house qui était le plus grand. Et BC, c'était les breaks et la bass music en général maintenant. Donc, ça s'évolue toute seule, tu sais, comme... sont assez distinctes. Il y a des scènes très différentes. En fait, je viens juste de rencontrer un DJ qui vient de Newfoundland, à Timeless. Puis elle me parlait que c'est le drum and bass à Newfoundland qui est c'est la scène. Là, genre. Récemment, je crois que c'est aussi les streams sur Spotify qui explosent en drum and bass. Je crois qu'ils sont passés à plus 100% en quelques années. Donc le streaming, la drum and bass fait son retour tant dans les gros festivals que sur les écoutes chez les gens. Que ce soit... Mais qui l'aurait cru? Moi, évidemment. Moi, j'y croyais depuis. C'est pour ça que je suis là, tu vois. Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui l'a vu venir. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Et puis, il y a toujours... Après, moi, je suis pas non plus hyper vieille, donc j'ai pas un recul énorme. Mais il n'y a pas un seul gros festival, hein, j'entends, gros festival avec plusieurs scènes, hein, pas des festivals, pardon. J'étais en train de me dire, ne dis pas ça. Pas des festivals très, très... Comment ? Très niche, ouais. Ou très... des festivals orientés, je voulais dire. Mais dans tous les festivals un peu éclectiques, je crois qu'il y avait à chaque fois quasiment une scène bass ou drum and bass depuis quelques années. Ouais. Je te dirais depuis 2012 que ça a repété à peu près. Là. Je te dirais que c'est le moment où on se retrouve à en avoir un peu à tous les gros festivals électroniques, je te dirais. Parce qu'on n'a pas nos propres festivals de bass music ou ça. de drum and bass. Ah ouais, non? Il y en a pas. Mais en fait, c'est vraiment juste le trance, c'est presque le side trance, c'est presque le seul. À part, il y avait l'AIM Festival, il y avait une festival house qui s'appelait même dans le AIM monde? Festival. Non, mais je parle au Québec. Ah oui, toi tu parles au Québec, au Canada, ouais. C'est que uniquement la communauté side trance qui crée la majorité des festivals. 90% des festivals, c'est des festivals side trance. Puis ils vont ajouter une scène de bass ou une scène techno ou une scène house, etc. Mais à la base, c'est des festivals de side trance à la base. Ouais, donc ça a encore du mal à sortir un peu de ce côté underground et de ce côté et de s'émanciper, je pourrais dire. Oui, puis ça prend de l'argent aussi de faire tous ces gros festivals-là. Donc en fait, c'est souvent des Américains, par exemple, qui vont débarquer pour essayer de... oui, mais parce que c'est aussi les fonds que ça prend. C'est des énormes mécènes, mais oui. C'est ça, c'est qu'il faut de l'investissement, il faut miser sur des budgets à plusieurs millions de dollars quand tu pars sur les gros festivals comme ça. Donc il faut être sûr qu'il y ait une crowd, et c'est vrai que si la crowd elle n'a pas été mesurée avant, c'est des risques qu'ils ne voudront pas prendre. Par contre, ce qu'on me disait là récemment, c'est qu'effectivement, il y a pas mal d'artistes de la scène locale qui sont de plus en plus contactés par des organisateurs d'événements américains pour essayer de jouer sur leur scène et essayer comme ça de faire grossir un peu, de façon un peu plus mainstream, on va dire, ce genre de musique-là, parce que eux, c'est un peu ça qu'ils cherchent, et voyant qu'il y a du mainstream, que la drum and bass redevient un peu mainstream, ils vont chercher à aller récupérer des talents locaux pour les faire passer. Donc on voit pas mal de gens qui ont mixé à la Collider, qui commencent à se retrouver dans des... La Collider, c'est une soirée... soirée au Foufoune électrique, organisée par Toby, Drum and Bass Collider. Ce truc-là, c'est vraiment assez fou ce que ça a ramené. C'est des soirées récurrentes. C'est mensuel depuis 5 ans, une fois par mois. Ah, depuis 5 ans, ok. Ouais. Donc, ça a vraiment rebâti la scène de drum and bass jungle à Montréal. Ouais, merci Toby. Merci fort parce que... Puis Toby, c'est un incroyable DJ aussi. Stalker, là, genre... Ouais.
il s'impose là, quand il joue. Ah, c'est ça. On joue un peu le même genre. Donc, je sais que c'est lui qui m'a laissé ma chance aussi sur cette scène-là, tu vois. Ce qui n'aurait pas été forcément intuitif, étant donné qu'on jouait la même chose à peu près, tu vois. Donc, être capable de me laisser une petite place dans les line-up parce qu'il voyait que j'étais un passionné et que c'est peut-être même lui qui m'a vraiment poussé à être DJ à un moment donné en disant t'es mignon avec tes petites oreilles, mais faisons quelque chose, tu vois. Donc, effectivement, ça m'a donné le goût d'aller jeter un œil là-dedans. Et puis. Est-ce qu'aux États-Unis, parce que je me posais la question là, est-ce qu'aux États-Unis et en Europe, c'est comme ça aussi? Est-ce que t'as peu de place pour les scènes drum and bass, ou est-ce qu'il y a quand même des festivals ou des événements consacrés Mais certaines villes vont avoir une plus grande scène que d'autres. Je me rends pas Washington compte DC la avait une grosse scène drum and bass. New York. Ok. J'allais dans les années 90, j'allais à des événements drum and bass à New York. Ok. Fait que, I saw Square Pusher and en fait, il s'est pas présenté, justement. Square Pusher s'est pas présenté. Mais j'ai vu Crust and Die il y avait la tune Warhead qui était super grand à l'époque. En tout cas, j'allais souvent à des parties drum and bass dans les années 90 parce que souvent parce que les gros artistes, ils allaient à New York, ils allaient pas toujours à Montréal. Mais on était quand même gâtés, là, avec Sona, avec tout ça. Il y avait beaucoup de drum and bass qui venaient. J'ai vu LTJ Bookham là, au Sona, c'était malade. Ok. Et donc et à Montréal quand même, ça se développe du coup de plus en plus. Moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'était que c'était pas mal lié aux vagues d'étrangers, d'Européens qui pouvaient être amenés à venir et à ramener des influences Ah oui, tu penses que c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal les Européens qui ramènent ça. Encore une fois, ça a toujours été présent, et vu que le Canada est un peu au carrefour, il y avait toute l'influence américaine qui s'est pas mal appropriée la drum and bass aussi de son côté, c'est-à-dire que la jungle a donné ce qu'on peut appeler la DNB plus à l'américaine, et pour le coup c'est au carrefour de ces deux influences-là qu'on se retrouve nous à Montréal. Donc il y a de ce qui vient plus naturellement des États-Unis parce que c'est plus proche, et puis il y a ce qui vient de l'immigration, surtout au Québec et à Montréal, française et belge, qui viennent avec des influences un peu plus londoniennes. Je savais pas non plus que les Américains aimaient la drum and bass. C'est quand même un peu partout. Ouais. Il y a des villes, il y a des pays plus que d'autres, disons, là, mais... Non, mais tu sais que de là, ils financent, ou ils organisent, ou ils font, tu vois, Mais souvent, ce qui arrive, c'est que t'entends qu'il y a un artiste qui est européen qui est à New York, genre, ou à Boston, ou quelque chose, fait qu'on essaie de... C'est des dernières minutes, tu le sais pas nécessairement à l'avance, puis des fois, il y a des dernières minutes, il y a des shows qui se passent durant la semaine, ou par exemple, nous, avec Flamingo Funk, ce qu'on fait, moi et Melodrastic, ce qu'on fait, c'est que on a fait un partenariat avec des crews de bass music en Ottawa puis Toronto. Donc, quand on veut investir pour emmener une tête d'affiche européenne pour venir, on partage le billet d'avion entre nous trois, puis on leur offre trois dans 3 villes à place de juste tu prends tout le vol, tout le temps pour jouer un concert à Montréal puis t'es retourné. C'est un peu une perte de temps. Donc souvent tu les fais jouer, oui, parce que j'allais dire, toi t'as pas eu trop de difficultés à faire venir des artistes? Si t'as l'argent, tu peux... Ouais, c'est ça le problème. Si t'as l'argent, tu peux faire venir n'importe qui. C'est ça. Non, c'est plutôt ça que... Mais t'as réussi à trouver ton public et après à réussir à organiser des événements dans d'autres villes. Comme par exemple, avec Mr. Trick, on savait qu'on était pour perdre de l'argent. Parce que l'affaire... Parce que c'était en début janvier, c'était comme en mi-janvier. Fait que tu fais pas d'événement en janvier, jamais. Parce que Noël vient juste de finir. La saison de Noël puis le jour de l'an vient de finir. Le monde n'a pas d'argent. Il fait moins 30. Le monde, ils ont tellement fait la fête tout le long ils veulent pas sortir. Donc, mais ils étaient au Canada à ce moment-là parce qu'il y avait d'autres concerts dans l'Ouest. Donc, on se dit, c'est quoi, on va le booker quand même. On va perdre de l'argent, mais comme ça va, on va ça va nous faire des contacts puis ça garde la flamme des activités qui continuent. Puis c'était tellement une belle expérience, fait que ça ne nous dérangeait pas trop d'avoir peur d'avoir perdu de l'argent. C'est un peu ça aussi, hein. Tu vois que toute la scène, elle tient par la passion, elle tient parce que on a envie de partager cette musique-là et que les coûts, écoute, on les mutualise. On essaie de faire en sorte que une petite pièce puisse aider à faire vivre les choses, mais on mise pas sur des budgets à plusieurs millions. Donc après, c'est ça aussi, non, mais je crois que personne maintenant. Hein, tu diras si, parce que c'est ça, ceux qui vont regarder ça un peu de l'œil du OK, ça explose sur Spotify,
eux, ils vont effectivement chercher à organiser des événements qui font beaucoup d'entrées, en bookant des artistes qui sont sur la vibe du moment, et puis du coup, ils vont peut-être aussi attirer avec un peu plus de cachet que l'underground, et c'est comme ça que potentiellement après tu retrouves des artistes qui vont peut-être plus percer en mainstream, mais qui peut-être aussi vont se faire effacer par la vague de écoute, t'es plus à la mode, quoi. Ça y est, ton tour est passé. Et après, t'avais des collectifs t'as des collectifs qui rétropédalent. Hein. T'avais à Montréal notamment là. T'avais un ou deux collectifs récemment là qui ont mis des posts sur Instagram pour dire écoutez, non, nous ça nous convient pas, c'est beaucoup trop cher, on n'est plus en phase avec les promoteurs et les bookers et les mécènes de cette scène là, et on va essayer de revenir à une scène plus locale, plus inclusive, etc. Ouais. Mais je pense que ça fait du sens de revenir à des trucs un peu plus petits, à des choses un peu plus locaux. Tu vois aussi que les gens, ils sont pas forcément down pour aller faire des shows qui vont leur coûter peut-être un 20 ou 30 piastres régulièrement, parce que globalement, ils vont se réserver un peu plus pour aller faire des très gros shows. Et donc du coup, c'est toute la question de comment on fait pour faire des choses peut-être plus petites, plus locales, dans des petits bars, des choses qui coûtent pas à l'organisateur aussi, une salle à 2000 piastres pour pouvoir organiser son événement, mais plutôt pour pouvoir peut-être trouver l'opportunité de faire tourner des artistes dans plein de petits bars à Montréal, plus que de simplement en avoir un gros qui coûte super cher, où tu prends tous les risques, et au final, tu retrouves peut-être pas, tu perds de l'argent, et du coup, tu dois arrêter, tu vois, simplement. Donc, si on veut que ça continue, il faut trouver un équilibre entre, on a l'espace pour le faire, quitte à ce que les salles soient plus petites, mais on le fait à plein d'endroits différents pour que ça puisse arriver pas loin du public, à leur porte, et que ça nécessite pas non plus des frais incroyables en termes de transport, et puis juste de limiter les gens à ne voir que les gros shows avec les gros artistes, qui puissent s'autoriser à aller voir leur petit artiste local qu'ils ont découvert il y a pas longtemps. Ça va pas te coûter cher, et tu vas supporter la scène underground par ton petit geste. Bon, j'imagine que Substructure, ça va pas nous coûter cher non plus. Non, c'est gratuit. On s'entend que là, c'est ça l'idée. Free party. Free party. Il y aura un petit chapeau quand même. Voilà, free donation if you want. Free donation, juste au cas où la police nous demande de payer une amende et qu'il faille effectivement à un moment donné payer, tu vois. Mais... BYOB, et prévoyez bien les manteaux quand même. Ouais, je sais pas s'il va faire très froid, mais... Vu la météo du moment, ouais, je pense qu'il va faire super ça va beau. être... Dans ma tête, à moi en tout cas, j'ai pas de crédibilité scientifique. Je crois que j'ai encore vérifié il y a pas longtemps, il va faire beau. Ah ouais, Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, essayez d'avoir un eye contact avec Guapo pour lui faire, pour essayer de lui faire ressentir ce que vous vivez en ce moment. Et toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Guapo? Il y a le Substructure, le 10 octobre. Substructure, je pars demain pour Toronto. Ah oui, tu l'as dit. Je vais aller performer à Toronto. Après ça, je reviens, puis j'ai comme 5-6 gigs d'affilée. Fait qu'on a le Substructure. Après ça, j'ai un ami de France qui vient à Montréal, qui m'a booké à Saint-Bruno pour un salle de spectacle. Tu sais, Saint-Bruno, où il y a toutes les places de riches, là. Fait que, je sais pas, ah ouais? C'est là que Guy La Liberté habite, là. C'est comme il y a des gros mansions, là. Fait que une grosse salle de spectacle, je sais pas, en tout cas. Fait que j'ai joué là. En tout cas, j'ai mon émission de radio aussi, mon autre émission de radio sur la Phase B. J'ai un autre gig. C'est quoi l'autre gig? C'est la fête d'un ami. En tout cas, j'en ai 5, 6, 7. En tout cas, le mois d'octobre est assez chargé. Là. Et est-ce que ton émission de radio, on peut l'écouter de manière un peu récurrente? Oui, ben en fait, mon émission de radio sur CKUT, 90.3 FM, Radio McGill, c'est le premier dimanche de chaque mois. OK. Alors, si tu vas, l'émission s'appelle The Magic Roundabout et c'est géré par Andy Williams, qui est une légende de la scène électronique montréalaise. C'est un des premiers DJ. Il enseigne des cours de jazz sur l'histoire de la jazz et de civil rights à McGill. En tout cas, il est super cool, le gars. Un de mes donc, il me donne une fois par mois, il me donne son show pour être le guest host. Fait que j'ai un show de bass music, justement. OK. Alors, tu peux aller sur le site web et voir The Magic Roundabout et tu as toutes les archives de tous les épisodes. OK. Ouais, j'ai écouté le dernier, c'était incroyable. C'était aujourd'hui? C'était particulièrement bonne aujourd'hui. C'était tout à l'heure. Particulièrement bonne, j'ai beaucoup aimé. OK, donc en tout cas, si vous voulez aller réécouter tout ça, c'est possible. Et puis, toi, Tigro, j'imagine que tu vas être bien occupé jusqu'au 10 octobre. Ça fait pas mal de choses à préparer. C'est ça. Oui, puis je bosse à côté. Donc accessoirement, j'ai un boulot parce que la BS Music paye pas encore très bien, mais ça c'est ce qu'on lui souhaite. Ouais, voilà, peut-être ou pas. Je sais pas, parce que c'est les moments où il n'y a pas d'argent qu'on est les plus en faisant des créatifs, free parties, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça. Tu vas être payé. On n'y est pas encore, mais on va trouver d'autres façons de faire vivre
le portefeuille en attendant la musique. Il faut qu'elle bûche quoi qu'il arrive. Quoi, ben, en tout cas, c'est un beau projet, je trouve, t'en parles très bien, c'est un beau projet. Il y a beaucoup de beaux sentiments et une belle poésie derrière. Finalement, pour une soirée underground, qui l'aurait cru, mais je trouve que ouais, t'en as parlé d'une très jolie manière. J'ai beaucoup aimé l'émission de ce soir, c'était hyper intéressant. Bon, de toute façon, je savais que j'allais être avec deux passionnés qui avaient plein de choses à raconter. Ça allait pas être très difficile de combler. J'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, énormément. J'espère que banal quoi. Ouais. On s'est fait chier, mais c'était terrible. C'était pas ta première émission de radio, toi d'ailleurs? Ma deuxième interview. Hein. Mais en fait, j'ai préenregistré mon émission de radio. Ouais, mais c'est pas mal, t'es quand même hyper à l'aise. Hein. Ouais, ça va. Depuis la pandémie, c'est comme. Mais aussi parce que je mixe pendant 2 heures aussi. Ouais. Fait que genre, je vais enregistrer le mix. C'est plus facile. Je mets la pub, je mets les voice-over. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Mais merci à J'espère toi, que les gens qui vous. nous ont écoutés, ça vous a donné envie d'aller explorer la bass music. Merci Jay. Merci Jay. Autant je t'ai pas présenté, autant là, je t'ai pas introduit du tout, autant là, voilà, Là, tu me dis au revoir, c'est ça? Voilà, je salue tes talents parce que c'est lui aussi qui fait les montages vidéo. Enfin, vraiment toute la partie technique, moi je ne m'en occupe pas. Et c'est finalement un gros travail de geek et un gros travail de petite fourmi. Ça prend énormément de temps. Donc merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Et puis on revient comme dans 2 semaines avec une autre artiste de Mutech. Là, ça va être super bien aussi, mais on vous en parlera plus tard. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien du beau temps. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye. Bye. Bye bye.